C'est l'épisode 418 des Technos que vous allez écouter. Juste un petit mot pour dire merci à ceux qui nous ont laissé des commentaires sous notre vidéo, en l'occurrence, mais aussi qui ont fait des petits coucous virtuels via les réseaux sociaux ou autres. Je pense à Nico Mouk, je pense à Dom Jarvis, je pense à qui d'autre, à Eric Andelin ou encore PDJ 71. Bref, à vous tous qui nous suivez et qui laissez des commentaires, merci beaucoup. Mes petits camarades s'amusent comme des petits fous avec tous ces accessoires. Vous savez qu'on est maintenant sur les applications de webcam et autres. Et donc, du coup, si vous avez l'image, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez voir les petits cœurs de mon ami Thierry Weber. Bonjour. Tu peux parler, hein. Salut Marc. C'est pour un podcast audio, en général, c'est mieux. Je suis pas obligé de faire que des gestes. Voilà, c'est ça. Et de l'autre, nous avons Sébastien, depuis la Colombie. Salut Sébastien. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Donc, épisode 418, si je faisais un petit peu référence aux commentaires et aux réseaux sociaux de manière plus succincte, c'est parce que ce sera le gros dossier, comme on dit, de manière un peu pompeuse. Hein. On va parler réseaux sociaux, réseau social tout d'abord, X, ex-Twitter, vous vous en doutez. Quelles sont ces alternatives? Parce que manifestement, il y a une espèce de fuite en avant, en tout cas au niveau européen. Beaucoup cherchent à se connecter à d'autres réseaux, peut-être plus calmes. On verra ça. En tout cas, on développera, mes petits camarades développeront ce sujet en seconde partie d'épisode, puisque vous le savez, la première partie est traditionnellement consacrée à la revue de presse. Si vous n'avez encore jamais écouté un épisode des Technos, je vous le signale au passage. La revue de presse, pour faire simple, on l'articule dans un abécédaire. Voilà, comme ça, c'est mieux rangé, c'est bien droit. Et c'est l'actualité technologique telle que mes petits camarades l'ont vu tout au long de la semaine. Donc, c'est pas nécessairement des choses dont on parle ailleurs, dans d'autres médias, etc. Donc, on joue un peu, et même beaucoup, l'alternative, si vous voulez. Donc, profitez-en. Et puis, n'hésitez pas, comme toujours, j'ai l'habitude de le dire maintenant, à commenter cet épisode, soit sur YouTube, sous la vidéo, soit via les plateformes de podcast, soit sur notre site lestechno.be. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. On commence notre abécédaire avec la première lettre. La lettre A. Ben oui, A comme Apple cette semaine. Il n'y en a pas toujours des A comme Apple, il faut le dire aussi. Il y a des fois des A comme Amazon, il y a des fois des A comme Android, il y a des A comme... voilà. Apple planche sur un système permettant de faire les mises à jour des iPhones dans leur boîte, dans les magasins. C'est vrai que quand on achète un iPhone, Thierry, on achète l'iPhone, il est dans sa boîte, et puis le premier truc à faire, si on a acheté un modèle un petit peu plus ancien, ce qui est souvent le cas, on essaie d'avoir le meilleur prix, donc il peut être un tout petit peu d'une génération précédente, il faut faire la mise à jour. Oui. Voilà, on a tout dit. C'est pas je pensais que c'était Thierry. Mais c'est pas moi. Non. Je suis très content d'en parler et j'ai l'habitude dans ce podcast de voler les sujets des autres. C'est parce que j'ai une fois fait un lancement comme ça. C'est ça, j'avais une fois fait un lancement comme ça et j'avais aussi envoyé sur Thierry et ce saligo, sans rien dire à personne, ça avait pris le sujet au vol et c'était avec Aurélien si je me rappelle bien. Et Aurélien était là comme un pauvre malheureux dans son coin, à ne rien dire, et celui-ci avait fait tout son sujet. Donc on va donner la parole à Sébastien parce que c'est son sujet, rendons à Sébastien son sujet. Donc les mises à jour maintenant se font en boîte, c'est ça l'idée. Vont peut-être se faire en boîte. C'est un journaliste de Bloomberg qui s'appelle Mark Gurman qui a sorti l'info cette semaine sur le site de Bloomberg, l'agence de presse bien connue. Et ouais, l'idée c'est de voir toujours, et c'est pour ça que j'ai épinglé cette nouvelle, c'est comment Apple se soucie de l'expérience utilisateur. Déballer un produit Apple, c'est une expérience, un peu comme déballer un produit Sonos. C'est très différent d'autres marques, et je veux pas jeter des fleurs spécialement, mais il y a vraiment un soin dans la boîte, dans le packaging, dans l'ordre où on va trouver les accessoires, etc.
etc. Et une des choses qui est chiante quand on achète un téléphone, quel qu'il soit d'ailleurs, pas qu'un Apple, c'est que on va déjà attendre 1 heure et demie pour faire le backup de ses données, récupérer ses applications, etc. Et puis souvent, juste après, on va voir les mises à jour qui vont commencer. Il faut mettre à jour, bref, il y a 2-3 heures où on peut pas utiliser son nouveau jouet, on aimerait bien, mais non, il faut attendre que tout se download et s'installe, etc. Et donc, quoi de mieux pour l'expérience utilisateur que ouvrir la boîte, avoir un appareil déjà chargé, ce qui est le cas avec les iPhones, je sais pas si toutes les marques font ça, pas complètement chargé, mais il y a suffisamment de batterie en tout cas pour jouer avec, et qui serait en plus à la dernière mise à jour. Et alors tu parlais des anciens appareils, mais même avec les nouveaux, parce que quand ils ont sorti l'iPhone 15, rapidement dans la foulée, dans les jours qui ont suivi, il y a eu iOS 17.01, 02, 03, 17.1 maintenant. Et donc les iPhones qu'on achète en magasin maintenant sont pas à jour, même avec même si c'est le dernier modèle d'iPhone. Et donc j'imagine ce monde où je peux ouvrir ma boîte et utiliser mon téléphone directement. Je rêve même un peu plus loin qu'Apple. Ça serait même bien qu'ils préconfigurent mon iCloud ID, que je dois pas configurer ça tout seul, etc. Enfin, on pourrait imaginer d'aller un peu plus loin. Et je te vois rigoler, Thierry, mais c'est des choses qu'Amazon fait déjà. Si tu achètes un Kindle, tu le reçois et il est déjà configuré avec ton compte Amazon. Tu n'as qu'à télécharger tes livres, etc. Oui, parce que le vendeur est aussi ça fait. Quand tu l'achètes sur Amazon, évidemment. Si tu achètes un Kindle en magasin, ils peuvent pas faire la même chose. On pourrait l'imaginer dans un Apple Store à ce moment-là, mais pas nécessairement dans les boutiques en ligne ou dans d'autres magasins. Oui, évidemment. Donc, évidemment, si tu vas chez l'opérateur local du coin en boutique, je m'attends pas à ça. Alors le challenge, c'est quand même le faire en masse, parce que ils ont des palettes entières de téléphones dans les magasins. Est-ce qu'il faut le faire dans les magasins? Oui, probablement, parce que c'est là que vit le stock. Si on le fait pas dans le magasin, de toute façon, ça sera obsolète. Le système qui est sur le téléphone sera obsolète au moment où quelqu'un va l'acheter. Et il faut imaginer un système qui permet d'allumer le téléphone, de faire la mise à jour et puis de rééteindre le téléphone. Donc il faut un signal radio capable d'allumer le téléphone à distance, faire la mise à jour. Ce qui me fait penser aussi à des challenges de sécurité, parce que si eux le font dans les magasins, ça veut dire que quelqu'un d'autre pourrait le faire aussi. Alors, c'est mal barré, de sécurité, je sais pas. Je le sens pas. Je dis pas qu'il y a un risque de sécurité, parce que si c'est juste allumer un téléphone éteint, faire une mise à jour, enfin oui, parce que si on fait une mise à jour, on va envoyer une image OS. Est-ce que c'est la bonne image OS? Tu sais pourquoi? Imaginer que ça soit une porte d'entrée pour les jailbreaks. Tu sais pourquoi je dis que moi j'y crois pas? Parce que encore aujourd'hui, quand tu veux faire une mise à jour automatique la nuit, par exemple, on te demande de le brancher sur le secteur, parce qu'on ne sait jamais quelle est la charge réelle de ton appareil. Est-ce que ça va réellement consommer? Parce qu'on ne connaît pas l'état de la batterie, etc., etc. Donc ça me paraît quand même très très compliqué cette histoire de mise à jour. Donc ça n'existe pas pour le moment. C'est rare que je parle de rumeurs concernant Apple, mais c'est une rumeur persistante parce que je l'ai vu un peu partout. Le sujet intéressant. Ouais. Vas-y. Pendant ce temps-là, Thierry. Ah non. Tranquillement. Allons-y. Entre en matière. Je prends le micro. Non, je toussais, c'est tout. Non, mais. Et pour revenir sur Amazon, ils font un truc aussi avec les ampoules connectées. Si tu achètes des ampoules connectées et que tu as un Alexa, ils perdent déjà les deux en sortie d'usine ou en distribution. Je sais pas exactement où ça se fait. De manière à ce que ton appareil IoT, ton ampoule par exemple, soit déjà connecté à ton Alexa quand tu le reçois. Oui, enfin... je voulais faire de l'humour en disant tiens, il manquerait plus qu'effectivement mes apps et mon compte iCloud soient déjà paramétrés, mais je vois que je suis pas le seul à avoir cette idée. Non. Et ça me fait plaisir. Et c'est là qu'on voit aussi que faire de l'humour, c'est un métier, hein. C'est un métier. Tousser aussi au bon moment aussi. Non, mais ça m'amène à rebondir sur ce que tu disais, Marc, et ce que tu nous expliques effectivement, Sébastien, sur le Wake Online, Wake on LAN, qu'on pourrait presque imaginer appeler ça comme ça, réveiller les appareils pour les mettre sous tension et puis après leur faire la mise à jour. J'ai vu une démo dernièrement de ceci, je vous en ai déjà parlé. C'est le Flipper Zero. Voilà. Et ce Flipper Zero avec un OS bien précis, commence à faire peur puisqu'en fait on peut planter. Alors là, l'erreur a été corrigée depuis, mais il y a encore plein de gens qui ne font pas les mises à jour de leur iPhone et c'est bien dommage, puisqu'en fait, il y a un petit malin qui s'est amusé à faire un script pour faire une espèce de brute force par Bluetooth. En fait, il n'y a rien de méchant dans le sens où ça va pas rentrer dans le téléphone, mais on arrive à planter un iPhone qui nous oblige à
faire un hard reset pour le redémarrer. Donc même les bonnes crèmeries, vous voyez, on n'est pas à l'abri. Voilà, c'était juste pour revenir sur la question fondamentale de l'onde radio, du réveil de la machine, ça, et puis du hack généralisé d'une palette d'iPhone. Exactement. Dans un magasin. Voilà. N'allez pas l'acheter à cet endroit-là, ils se sont fait hacker. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de cette news, si vous pensez ça crédible ou pas. N'hésitez pas à nous partager votre opinion. On est à la lettre E comme Ihang. Exactement. C'est Thierry qui va nous parler des Chinois. Ihang, c'est un Chinois qui obtient l'autorisation de déployer ses taxis volants autonomes. Et pas n'importe quelle autorisation. Exactement, et je suis pas peu fier de partager cette info avec vous. C'est Ihang, effectivement, ça se prononce comme ça, parce que je suis à faire mon intéressant à vous dire que je l'ai vu, cet hélico autonome, dans une des éditions du CES. Oui, c'était l'année des drones. Voilà, il y en avait partout, à toutes les sauces, et c'est vrai que nos copains chinois nous avaient épatés avec la promesse de monter à bord de cet appareil qui a même un petit compartiment bagage. Alors, faut pas venir avec 50 valises. Vous vous installez à bord de ce drone équipé de plusieurs rotors. Il est quand même assez important, assez imposant en taille parce que il a une grosse circonférence. Et en fait, à l'intérieur, à part mettre votre ceinture, vous pouvez faire un clic sur une tablette et départ. Ce machin nous vendait l'idée qu'on pouvait aller du point A à un point B de façon totalement autonome. Il y a même pas de manette, il y a rien, il y a pas, il y a juste une tablette, c'est tout. Alors à l'époque, on avait un petit peu toussé parce qu'on nous avait promis des démos dans le désert du Nevada, pas loin de Las Vegas, parce que il n'y a aucun drone qui peut voler pendant le CES, on comprendra pourquoi, surtout quand il fait cette taille-là. Mais ça y est, la Chine est le premier pays au monde à donner une autorisation de vol autonome, l'équivalent, je sais plus en France comment ça s'appelle, mais nous en Suisse c'est l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile. L'équivalent en Chine c'est la CAC. C'est AAC qui a décidé effectivement de dire ok, c'est bon, on vous autorise à exploiter ces drones taxis de façon totalement autonome. Donc la recette est toujours la même, hein. L'appareil, moi je suis assez content, il a pas beaucoup changé, donc ils se sont vraiment accrochés à une techno qui était déjà prête. Sur le stand de Ihang à l'époque où il y avait vraiment beaucoup de monde, on voyait des démos, des vidéos en démo comme ça de ce vol autonome, mais a priori c'était pas du flan, et c'est une belle surprise qu'on n'est pas peu fier de partager ici, parce que quand on voit quelque chose au CES et puis que enfin ça vient sur le marché, ça fait toujours du bien de voir dire j'y étais, et ils ont eu raison d'insister. Maintenant on va mettre un gros bémol. Ouais. Vous voyez ici aucune critique, c'est la Chine. Oui. Mais voilà, c'est en train de quand même me mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce que encore une fois, j'ai envie de croire que là, le produit, le bousin, il est quand même assez fiable, il est quand même assez à la hauteur de ses promesses lancées à l'époque. Puis pour que l'État chinois dise ok, allez-y, il faut en avoir sous le sous le capot pour après oser exploiter ça, mais aussi peut-être, alors je sais pas vous, s'asseoir dans ce machin pour aller d'un point A à un point B sans piloter soi-même. Il y a s'asseoir dans ce machin et il y a en descendre aussi. Je pense qu'il est préférable d'attendre que les hélices arrêtent de tourner, parce que ce truc, moi j'avais qualifié le truc de coupe-jarret, parce que il y a aucune protection autour des hélices et elles sont vraiment à portée des mollets. Donc quand vous êtes à côté de elles sont pas petites, hein. Et elles sont pas petites, et ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 8, je crois. 8 branches, voilà. Et chaque branche a 2 hélices qui sont tête bêche. Oui, en bas. Au-dessus, mais il y a un système de sécurité. Il y a un système de sécurité lié à la porte, évidemment. Si la porte s'ouvre, les hélices s'arrêtent. Enfin, on peut imaginer que ça a été conçu. Ou la porte ne s'ouvre pas. La porte en plein vol. Moi, je pense que il est préférable de faire en sorte. Il est préférable de faire le contraire. C'est-à-dire que tant que les hélices tourne, la porte reste bloquée.
T'es pas fort en UX, hein, toi. J'aimais bien l'idée contraire. Oui, c'est ça. Une petite... Justement. Petite précision, tu dis que c'est le premier vol autonome autorisé, c'est le premier vol autonome avec des humains, avec des personnes à bord. Parce que des vols autonomes oui, il y en a déjà, hein, mais là, il s'agit de mettre quelqu'un dedans. Ce qui est quand même un autre niveau de sécurité, merci de préciser. De fiabilité. C'est la première fois d'ailleurs qu'on décerne ce type d'homologation sur des vols autonomes habités, occupés par des êtres humains. Il n'y a pas d'autre pays qui a ça dans son arsenal, parce que personne n'a fabriqué cette histoire. Donc ça sert à rien de faire des lois et des règles et des trucs comme ça si on n'a pas l'appareil à certifier. C'est intéressant, il faut voir comment ça va fonctionner. Boeing avait une solution, non pas Boeing, Airbus avait une solution un peu du même type. On en rêve à l'Occident aussi, hein. Boeing, Airbus, Uber est en train de plancher cette notoriété publique sur ce genre de solutions également. Donc, à voir comment, mais là, ce qui est fou, comment ça va s'intégrer dans le paysage législatif et sécuritaire. Ce qui est fou, c'est que l'appareil, quand il est venu à être présenté lors de ce CES, là, ça remonte à, j'ai envie de dire 3 ans, il y a eu cette pause peut-être 4 ans, pour pas dire de bêtises. Et ben en fait, c'était déjà vachement abouti. Les vidéos, on s'était tâté à se dire est-ce que c'est du fake et tout. Tout semblait vraiment être bien concret, bien réel. Et moi, je dis qu'effectivement, je râlais parce qu'on n'a pas vu les démos. Mais je me demande s'il n'y a pas eu vraiment, effectivement, des démos en dehors des sites d'exposition. Il y a eu des vidéos, il me semble qu'ils ont circulé assez rapidement après le CES, me semble-t-il. Donc, voilà. Et ça a été pris au sérieux. C'est ça. Et dans le même temps, il y avait justement, je me rappelle assez bien du projet d'Airbus où c'était la cabine était dissociable du système de propulsion et pouvait devenir un petit véhicule, Et c'est resté au niveau de la planche à dessin. On n'a encore rien vu voler sous nos latitudes. Donc voilà, ils ont une avance là-dessus. Il faut le reconnaître. Il faut qu'on se bouge dans les autres pays aussi pour faire avancer le schmilblick et avoir une offre la plus étoffée possible. C'est ce que j'avais envie de dire en conclusion de ce sujet excellent. La lettre M comme manifesto. C'est Sébastien qui veut nous parler de ça. J'aime bien, c'est quand Marc parle, on écoute. C'est pas toujours vrai. Et c'est pas toujours moi. On parle du cofondateur de Netscape qui a publié un brillant manifeste pour la technologie, l'intelligence, l'économie ou encore la croissance. Sébastien. Alors je vous dis tout de suite, si vous avez été élevé par des parents qui assistaient à des réunions syndicales ou qui étaient enseignants et que vous avez entendu parler du Soviet suprême, ne lisez pas ce truc-là parce que ça va vous énerver un peu, ça va vous fâcher. Mais Marc Andreessen, c'est le fondateur de Netscape, c'est une personne qu'on écoute dans la Silicon Valley. Il est à la tête maintenant d'un puissant fonds de capital investissement, de venture capital, a publié avec ses collègues apparemment, parce que il dit oui, nous, un manifeste pour la technologie qui est aussi une pièce extrêmement capitaliste pour la liberté totale du marché, l'individualisme, etc. Par ce côté-là, parfois il m'énervait un peu en lisant ce truc-là. C'est un libertarien, c'est dans son rôle. Mais un brillant manifeste pour l'usage de la technologie. En gros, son credo, c'est de dire la technologie nous libère et la technologie est une source de croissance. C'est très facile à lire parce que c'est pas un long texte. C'est long, mais c'est toutes des petites phrases individuelles. On pense que ça. We believe that. We believe that. Ça a été publié lundi passé, si vous écoutez le podcast cette semaine, donc le 16 octobre. Allez le lire, surtout si vous avez peur que, vous savez tout ce qu'on entend pour le moment qui dit la technologie remplace des emplois, tue des emplois, etc. Parce qu'il prend une position qui est vraiment à contre-pied, avec certaines provocations, avec certaines choses contre-intuitives. Alors, si j'ai le temps, j'ai noté quelques phrases. J'en ai noté beaucoup. Je vais peut-être pas dire tout ce que j'ai noté, mais il y a des choses à... Tu n'as pas vu encore ma liste. Mais en gros, son credo, c'est dire la technologie aide à grandir. Il y a 3 sources de croissance. C'est la croissance de la population, la croissance par l'exploitation des ressources naturelles ou la technologie. Croissance de la population, on est arrivé au bout.
dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. Et on est probablement déjà en phase décroissante. Des ressources naturelles, évidemment, c'est pas possible. On doit arrêter, même réduire l'usage de ressources naturelles. Et donc le seul levier de croissance qui nous reste, c'est la technologie. Et il défend la technologie. Il défend la technologie comme étant une source de croissance économique, une source de croissance de salaire. Et ça, je trouvais intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. Il dit. On dit un salaire, c'est quoi? C'est la productivité marginale d'une personne. C'est-à-dire quelle est l'augmentation de productivité que cette personne va apporter dans mon équipe ou dans mon entreprise, etc. Et donc une personne qui utilise les bonnes technologies sera plus productive. Et donc la technologie permet d'augmenter les salaires et de ne pas les tirer vers le bas. Il dit que c'est contre-intuitif, mais il y a 300 ans de développement technologique qui sont là pour montrer que c'est vrai, les salaires augmentent depuis 300 ans. C'est un brillant manifesto pour l'intelligence aussi, l'intelligence humaine, mais l'intelligence artificielle, qui considère un peu comme la pierre philosophique. Et il dit c'est vraiment ça, on transforme du sable... philosophale, pardon. Je suis en train de traduire de l'anglais, parce que j'ai pris mes notes en anglais, parce que le texte est en anglais, donc je vous fais une traduction live. Pas de problème. Philosopher's Stone, la pierre philosophale. Merci. Au moins, il y en a un qui écoute. Quand Marc parle, on écoute. Non, c'était pas pour toi. Il dit l'intelligence artificielle, c'est un peu notre pierre philosophale. Ça transforme du sable, du silicone, en pensée, en fait. Alors, en pensée, pour qualifier l'intelligence artificielle, c'est peut-être un peu suroptimiste. Mais il dit il faut voir l'intelligence artificielle comme une source de problème solver, de résolveur de problèmes universels. On lui donne n'importe quoi en entrée. Plus de solutions que de problèmes. Une sortie, exactement. Et que ça peut sauver des vies. Il parle des nouveaux cures, des nouveaux médicaments, des nouvelles cures qu'on peut trouver dans le domaine de la médecine, par exemple, qui va vraiment aider à soigner ou à nous aider à vivre mieux. Bref, il termine aussi en disant que c'est pas une utopie. Il considère ça plutôt comme une constraint vision, une vision sous contrainte, avec des chances que ça arrive. Et il croit fermement je le répète, je l'ai dit au début, la liberté individuelle, l'esprit d'entreprendre, le freedom of speech qui doit encadrer tout cela pour qu'on puisse en arriver là. Bref, allez voir. Si vous aimez bien la techno, je crois que c'est quelque chose à lire. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, notamment sur les aspects manque de régulation, enfin liberté d'entreprendre et absence de régulation, absence de contraintes. Parce que ma position à moi, c'est de dire que oui, un homme blanc occidental de 40-50 ans, dont la force de l'âge est en bonne santé, effectivement, il peut appliquer beaucoup des principes qui sont là, il peut entreprendre, il peut être souverain de son destin, mais il y a aussi des personnes plus faibles, malades, qui ont des problèmes physiques, qui n'ont pas nécessairement cette possibilité-là. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut venir aussi en aide à ces personnes-là. Tu parlais de la décroissance démographique, mais c'est pas dans tous les pays. Hein. Quand tu regardes en Inde, ils sont plutôt en croissance démographique et avec les conséquences qu'on imagine. La Chine, autant le dire aussi. Mais donc voilà, c'est tout. On n'est pas tous au même. Et c'est un peu le tort de ceux qui voient ça de la Silicon Valley. Ils ont un peu tendance à tout mettre au même niveau et de manière un peu 0-1, quoi. En fait, c'est un peu ça. Hein. Et donc. C'est un peu compliqué de pouvoir dire oui, il a raison ou non, il a tort. Pour moi, c'est un peu l'horoscope, en fait. Tu vois, c'est dans le genre de phrase toute faite dans lequel on peut tout mettre et quand on le lit, on peut toujours dire ah oui, c'est tout à fait moi. Tu vois, c'est un peu particulier, je trouve, non ? Il tape très fort sur le communisme aussi en disant oui, ça, la production doit être libre, l'innovation apparaît on the edge. Si on essaie de centraliser un système et de prévoir la production nécessaire, ça ne marchera pas. Et effectivement, si on regarde l'histoire, ça n'a pas très, très bien marché. Bien mais c'est violemment, enfin, parce qu'il cite l'Union soviétique, etc. Donc c'est violemment anticommuniste également. On comprend dès lors qu'il soit plus pour la croissance que pour la décroissance et donc pour les technologies, et voilà, et pas retourner à l'époque du caillou, du bâton, enfin voilà. Vous avez remarqué que notre ami Sébastien, mais ça c'est un petit peu parce qu'il surfe entre plusieurs langues, il a un petit côté Jean-Claude Van Damme de temps en temps dans ses sujets. J'utilise des anglais. Oui, enfin la tour de phrase, on sent que tu traduis dans l'autre sens maintenant. T'es passé de l'autre côté. Hein. Voilà. Dans ce contexte-là, le texte était en anglais, mes notes étaient en anglais, donc
Je traduisais au fur et à mesure que la prochaine fois que tu fais un sujet en anglais, tu fais tes notes en espagnol et on en reparlera en français. D'accord. Un peu de travail, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un truc à rajouter sur le sujet, Thierry, ou pas du tout? Comme ça, on peut passer à la suite. Pas du tout, d'accord. On passe à la suite. Elle est P comme pneu. Voilà. Il faut savoir que quand on dit qu'une voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pollue moins ou peu, il y a une partie de pollution qui est pas liée à sa motorisation, mais qui est liée simplement à ses pneus. Parce que les pneus s'usent et il faut bien que ce caoutchouc aille quelque part. Et en général, c'est dans nos poumons. Donc la voiture électrique, elle pollue aussi. Exactement, voilà, on en déplaise à tous ceux et celles qui prônent effectivement ce mode de transport. On va pas faire le débat ici parce que on va tout de suite l'écourter. Hein. La voiture n'est pas la solution à la mobilité. Je dis ça et en même temps j'habite un village de montagne. Sans la voiture, c'est un peu compliqué parce que c'est pas avec les trains qu'il y a. Non, alors il y en a dans la région, mais ouais, alors avec la neige qui s'annonce peut-être descendre à ski en plaine. Non, alors on voit fleurir de plus en plus d'études qui démontre effectivement l'état de pollution, ou en tout cas la génération de pollution qu'il peut avoir autour des voitures électriques. Et puis c'est maintenant autour des pneus d'être visé, puisque ils s'usent plus vite. Voilà, pour faire très court, la voiture électrique, comme il y a du bourrin, comme il y a de la patate, oui. Eh bien en fait, ça devient un sacré problème qu'on a peut-être tous sous-estimé. C'est qu'effectivement, qui dit particules fines, ne dit pas forcément le diesel, des moteurs thermiques, les moteurs à explosion, mais aussi, comme tu l'as dit, l'usure des pneus. Alors je sais qu'il y a nos amis de chez Michelin qui travaillent sur des protos de pneus sans air. Alors est-ce que ça va favoriser la non-usure de ceux-ci? Ça reste à prouver, mais en fait on pourrait avoir des pneus qui passent partout et puis peut-être imaginer être proche d'un pneu plein, quand je parle de l'usure, que en fait ça ne s'opère plus. Ça j'en doute, hein. Connaissant Michelin, à mon avis, ils vont quand même continuer sur leur business de vendre du caoutchouc, puisqu'effectivement ça s'use. Mais la voiture électrique commence à aussi devenir un problème sur ce créneau-là, qui est qu'effectivement l'usure des pneus est beaucoup plus grande, beaucoup plus rapide que sur une voiture à combustion, sur une voiture atmosphérique, puisqu'effectivement le couple est quasiment instantané, la puissance est restituée, le nombre de newtons, on l'a vu, hein, on a tous parcouru ces vidéos où on met en scène des voitures électriques versus des motos à essence ou des véhicules, des supercars très rapides, très puissants. L'électricité, t'appuies, c'est tout de suite là, et puis il faut bien se tenir dans son siège pour pas se briser la nuque. Mais c'est aussi au prix que coûte justement tout le reste. Certes, il n'y a pas d'usure moteur, il y a moins d'entretien, mais il va falloir quand même passer par le garage, ou en tout cas par le porte-monnaie, pour changer plus régulièrement vos pneus, puisque voilà, c'est confirmé, la voiture électrique va être un plus grand consommateur de pneus. Ça me fait penser à un projet qui avait été présenté peut-être dans un des épisodes des Technos. Moi, j'avais vu passer ça, alors je sais plus quelle était la nationalité de cette start-up, qui imaginait récupérer cette matière. Donc, pour faire super simple, on imagine d'avoir des bacs de recueillement proche des pneus pour récupérer cette matière, pour la recycler, mais aussi surtout pour pas qu'elle pollue plus loin, puisqu'effectivement quand on fait de la borne, quand on fait du kilomètre, eh bien on laisse de la gomme un peu partout, et ça, comme tu l'as dit, ça va aussi peut-être dans les poumons, ou en tout cas c'est pas très très sain. Voilà, que ce soit à essence soit à électricité, le problème est le même, sauf que voilà, c'est confirmé. On vient pas là sur le débat des comment on recycle des batteries, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des batteries, etc. C'est important c'est un de le autre dire aussi, point. Voilà. Parce que bouffer tes pneus, tu as ça avec n'importe quelle voiture de sport qui a un peu de puissance, et quand on roule, entre guillemets, j'y mets des guillemets,
mais quand on roule mal, c'est-à-dire un peu tout le temps dans l'excès, bah oui, on finit par bouffer ses pneus. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette approche. J'étais en train de penser qu'il y a des recherches aussi sur des nouveaux types de pneus, des pneus pleins notamment, des pneus qui s'usent moins vite. Enfin voilà, de nouveau, je crois que la technologie pourrait amener des solutions à ce genre de problème pour faire le lien avec le sujet passé. J'avais lu un article justement sur les pneus increvables. C'était pas pour les voitures, c'était pour les vélos, et où il était très clair que les fabricants misaient surtout sur l'usure du pneu pour en vendre. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir des pneus qui non seulement ne s'useraient pas, mais en plus de ça serait. Donc voilà, c'est ballot, et donc du coup c'est contre-productif parce que c'est justement l'usure du pneu qui pollue. Donc c'est pas les clous qui crèvent les pneus, c'est l'usure du pneu qui pollue. Donc il faut des pneus qui s'usent moins mais qui sont remplis d'air, que voilà, si je me fais bien comprendre, c'est un peu voilà. Mais de l'autre côté, ces voitures électriques, parce qu'on le sait, c'est lié à la technologie, la puissance est délivrée immédiatement. Est-ce qu'on ferait pas mieux simplement de les brider pour que effectivement on n'ait pas cette commercialement ça se pose là parce que c'est les gens qui achètent de l'électrique cherchent peut-être aussi cette sensation nouvelle, mais est-ce qu'à un moment donné on ferait pas bien d'essayer d'un petit peu, peut-être légiférer simplement sur les newton-mètres, tu vois, d'avoir une norme qui permettrait de rester dans un truc un peu encadré, quoi. Non ? Si on s'aventure sur ce débat-là, on va avoir, et je les comprends et je les entends, des personnes qui vont nous dire, oui, mais combattons ce système de la voiture, parce que c'est vrai que, par exemple, aux heures de pointe, je le vois ici, avec la frontière française, ça fait un peu mal au cœur quand tu vois une voiture, une personne, et que là, ces pauvres personnes vont mettre presque 1 heure pour simplement franchir moins d'une vingtaine de kilomètres. Oui. Voilà, oui, c'est encore un autre débat. Pas traitable. Oui, mais c'est vrai que ça amène cette réflexion. C'est un débat à tiroir, l'histoire de la voiture électrique. Ici, on est sur les pneus. Tu parles des batteries. Ou la voiture en général, même. Ou la voiture en général. Ou est-ce que c'est pas un problème ? Il y a quelqu'un qui avait dit un truc très juste, parlant, entre guillemets, d'écologie. Et la voiture électrique, oui, super. Mais alors, à ce moment-là, il faut fabriquer des voitures électriques très légères. Très très légères. Comme on fabriquait les voitures, quand on voulait faire des voitures économes en essence, on fabriquait des petites voitures légères. Dans les années, quand il y a eu les grandes crises pétrolières, on va fabriquer des petites caisses urbaines et les très Chinois très légères. Sont sur le coup. Et donc, les Chinois sont sur le coup. Il faudrait, parce que là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est des SUV électriques, des camions. Enfin, tu vois, c'est des camions, quoi. Enfin, pas encore vraiment des camions, mais presque. Donc, on n'est peut-être pas sur la bonne ligne. Il faudrait peut-être revoir les choses un petit peu à la baisse. On avait parlé d'un véhicule designé en Suisse, je pense, mais fabriqué en Italie. J'oublie chaque fois le nom. J'en ai vu passer une devant chez moi il y a 2 jours. Microlino. La Microlino. Ça va. Alors, c'est encore cher, je trouve, pour ce que c'est, mais ça va dans le bon sens. Petite caisse légère, 2 personnes, facile à se faufiler dans la circulation. Ça va déjà, c'est déjà un petit peu mieux. C'est déjà un peu mieux. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà un peu mieux. En termes d'esthétique, je préférais l'inverse. Designé en Italie et construit en Suisse pour la solidité. C'est parce que tu l'as pas vu. On a eu ça, mais c'était avec l'Allemagne et la Suisse, c'était la Smart. Voilà. C'est le patron. Feu Monsieur Hayek, que je respecte, avait eu ce coup de génie de à son âme. Taper à la porte de Mercedes. Ouais. Voilà, c'était Mercedes, c'est juste. On a fait le tour du pneu. C'est facile. Passons à la suite, du coup. La lettre R, comme rapide reset. Encore un anglicisme. Décidément, on n'en sort pas. Ce que j'adore, c'est qu'on fait un podcast francophone. Ce garçon fait un podcast éminemment francophone parce que c'est même dans le titre du podcast. C'est en français, son podcast s'appelle on peut le dire, AWS en français, et il n'arrête pas de nous sortir des anglicismes. C'est très particulier. C'est le seul podcast francophone que ses patrons anglo-saxons comprennent. Ah ouais. Ça lui garantit un job à vie. Rapid Reset, Sébastien. On parle donc de Google, d'AWS, de Cloudflare qui absorbe une nouvelle attaque des DOS qui génère 750 millions de requêtes à la seconde. Énorme. Waouh.
Google tout seul a absorbé, je retrouve plus mon titre, a absorbé 398 millions de requêtes par seconde. C'est presque 8 fois plus que la dernière attaque DDoS qu'ils ont eue. Une attaque DDoS, donc c'est une attaque distribuée. Les attaquants patiemment au fil des années et des mois infestent des systèmes. Ce sont vos caméras connectées, vos smartphones, vos laptops, avec un petit programme qui reste dormant là. Et un jour, on lui envoie une commande au programme pour lui dire vas-y, connecte-toi sur ce site-là pour essayer de le submerger de requêtes. Donc, collectivement, les trois, Cloudflare, donc le CDN, AWS et Google, qui sont trois gros CDN globalement très utilisés sur Internet, ont presque absorbé ensemble 800 millions de requêtes à la seconde. Donc 398 pour Google, c'est plus que toutes les connexions Wikipédia sur le mois de septembre cette année. Juste à la seconde. Juste pour se donner un ordre de grandeur. Hein. Chaque seconde, il recevait plus que l'ensemble de Wikipédia sur tout le mois de septembre. Alors, ce qui est de nouveau là-dedans, c'est que cette attaque utilise une faille du protocole HTTP 2. Alors, quelle est cette faille de ce protocole ? Je vais me faire le plaisir de vous l'expliquer, en tout cas d'essayer de vous l'expliquer. L'avantage d'HTTP 2, un des grands avantages, c'est qu'on peut multiplexer plusieurs requêtes sur une seule connexion TCP. Donc, le browser ouvre une connexion TCP vers le serveur, et là où avant les browsers allaient ouvrir une connexion pour avoir une image, une autre connexion pour le JavaScript, une autre connexion pour la feuille de style, une autre connexion pour une pub, etc. Sur HTTP 2, on ouvre une seule connexion, le browser envoie toutes ces requêtes, et ces requêtes peuvent être multiplexées. Parce que déjà en HTTP 1.1, on pouvait utiliser une connexion TCP, envoyer plusieurs requêtes, requête, réponse, mais synchrone, requête et puis réponse. Avec HTTP2, je peux envoyer requête 1, requête 2, requête 3, et puis je reçois des bouts de la réponse 1, des bouts de la réponse 2, des bouts de la réponse 3, avec chaque fois un identifiant du paquet. Ça permet de, si le serveur est un peu plus lent pour aller chercher une image, etc., d'envoyer déjà du contenu, et le client ne doit pas attendre. Ça permet aux pages web de se charger beaucoup plus vite. Ça explique aussi pourquoi, ça explique aussi pourquoi, et pour compléter l'information, aujourd'hui, quand on appelle une page internet, elle se charge, mais pas dans le temps, elle se chargeait un petit peu dans le sens des lignes, quoi. Donc, tel que l'information arrivait, aujourd'hui, c'est l'image du bas qui peut arriver avant l'image du haut, ou le JavaScript appelé en bas de page qui va. Voilà, c'est juste pour la petite précision. Exactement. Et une des choses intéressantes aussi dans HTTP2, c'est parfois le browser n'a plus besoin de certaines informations qu'il a demandé. Par exemple, tu quittes ta page, tu vas sur une autre page, le browser n'a plus besoin de télécharger la totalité de l'image qu'il attendait, ou la totalité de ceci ou de cela. Donc il peut envoyer au serveur un petit reset pour dire hey, cet élément-là, j'en ai plus besoin, tu peux arrêter. Donc ça, c'est comment HTTP2 fonctionne. Alors l'attaque, c'est quoi ? C'est de dire, j'ouvre plein de connexions, je demande plein de choses, et j'envoie des resets très rapidement. Pourquoi ? Parce que les serveurs ont une limite du nombre de streams, donc du nombre d'éléments qu'ils peuvent ramener au client pour un client. Si moi, je me connecte avec mon browser sur le serveur de Google, mon browser peut aller chercher 15 images, tel style, etc. Et en général, les serveurs limitent à 1000 demandes par client, donc sur une connexion. Et si mon client dit « Ah, cet élément-là, j'en ai plus besoin », s'il fait un reset, la connexion ne ferme pas immédiatement sur le serveur. Il a besoin d'un peu de temps pour aller loguer une information, pour terminer de lire un fichier. Enfin, ça peut prendre quelques millisecondes. Et pendant ce temps-là, la connexion est à moitié fermée. Elle ne compte plus pour cette limite de 1000. Et ça, c'est une faille du protocole. Et donc, ce que les clients font, ils ouvrent plein de requêtes et puis directement, ils envoient des resets. Comme ça, ça compte pas pour la limite que le serveur va leur imposer, et ils peuvent en envoyer beaucoup plus que 1000. Ils peuvent en envoyer 2000, 3000, 4000, etc., dépasser la limite et saturer les serveurs. Alors, c'était une attaque coordonnée sur plein de sites web différents, c'est pour ça que plusieurs opérateurs ont vu l'attaque, et comme d'habitude, c'est Cloudflare qui a le meilleur blog pour expliquer ce qui s'est passé. Si vous êtes intéressé par la technologie, allez lire, je l'ai mis dans les notes du podcast, le blog de Cloudflare. Ils expliquent HTTP2, le détail du protocole, le détail de l'attaque, comment ils ont mitigé cette attaque-là, quels sont les changements qu'ils ont fait pour mitiger cette attaque-là. C'est passionnant. Une des mitigations qu'ils ont mis en place, ils détectent évidemment les adresses IP sources, ils les bloquent, mais souvent les adresses IP sources sont légitimes. Imaginez que votre ordinateur soit infecté, vous ne le savez pas, c'est votre ordinateur qui envoie des requêtes qui participent à cette attaque. S'il bloque votre adresse IP, vous n'avez plus accès à aucun des sites derrière Cloudflare. Et donc, ce qu'il bloque, il bloque le couple adresse IP HTTP2. Parce que comme l'attaque ne porte que sur HTTP2, ça t'empêche pas, toi qui utilises ton ordinateur, si ton browser essaye de faire une connexion en HTTP2 que c'est bloqué, il va basculer automatiquement sur HTTP1. Donc toi, tu pourras continuer à accéder
à des contenus web sur Cloudflare, mais le vilain programme qui tourne sur ton application, sur ton desktop, sur ton ordinateur, lui est bloqué. C'est un peu long, c'est super technique. J'ai appris plein de choses sur HTTP2 en lisant ce blog post. C'est une bonne lecture, et c'est pas la première fois que Cloudflare nous fait ça. J'ai déjà trouvé des blogs chez eux où ils font ce qu'on appelle des post-mortem. C'est pas de l'anglais, c'est du latin. Oui, je veux compris. C'est très linguistique, cet épisode. Oui, c'est ça. Je vais me mettre à parler suisse allemand. Sa mitigation. Voilà, un peu long, mais passionnant quand on travaille dans le monde des réseaux et des ordinateurs. Oui, et ça va certainement, justement, oui, comme tu disais, intéresser les responsables de réseau, les responsables de parcs informatiques, mais aussi les étudiants en informatique, parce que c'est plein d'informations utiles. Pour bluffer son prof, il n'y a rien de tel, en fait. Non, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on vous met aussi les sources systématiquement de tout ce dont on parle. Mes petits camarades prennent soin, puisque c'est une revue de presse, de vous mettre des liens vers la presse. Des fois ce sont des articles payants, il faut que je le signale quand même au passage. Ça vaut quand même le coup de payer le petit euro, les 2 petits euros. Tout travail mérite salaire, comme on dit. On essaye en général de vous donner aussi des sources facilement accessibles, mais quand c'est bien fait, il faut le dire, et il faut pas hésiter à mettre la main à la poche. Nous, on se fait juste l'écho d'une partie de l'article, bien souvent ça va plus loin, et ça vaut le coup d'aller, si le sujet vous intéresse évidemment, d'aller y jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'on a bien fait sur le rapid reset de Sébastien. Je voulais juste, parce que j'ai oublié en début d'épisode, mais c'est l'épisode 418. Il y a une erreur 418. Certainement. J'ai failli dire que ça correspondait peut-être à un numéro d'erreur, mais je serais incapable de dire laquelle. Est-ce que c'est pas I'm not a teapot? Est-ce que c'est pas celle-là? Ah, ça serait la fameuse... Exactement, c'est celle-là. C'est celle-là, hein, ouais. Quelle mémoire, aussi. Quelle mémoire. Je l'avais mis dans le planning, personne ne lit le planning. Ok, d'accord. Mais les gens ne lisent pas. Tu peux raconter un peu l'histoire? Tu connais un peu l'histoire de je connais l'histoire de ce truc-là. Donc c'est une erreur qui veut dire je ne suis... Donc les erreurs 400, c'est quand un client parle à un serveur web et que la requête est mal formée. Donc en gros, des erreurs 400, c'est dire vous m'avez envoyé quelque chose d'incorrect. Contrairement aux erreurs 500 où c'est le serveur qui s'est planté, c'est dire moi je suis pas capable de répondre à ça. Et l'erreur 418, c'est le serveur qui répond je ne suis pas une théière. I'm not a teapot. Alors j'avais vu ça dans le protocole c'est vrai, en plus. HTTP. Ah oui, c'est vrai. C'est dans le RFC, c'est dans la norme du protocole HTTP et ça a déclenché mon imagination évidemment que j'ai été chercher et c'est apparu un 1er avril. C'était une blague de 1er avril par les gens qui travaillent autour d'HTTP et qui avaient inventé ce message d'erreur-là. Ils avaient du temps, ces gens. Il est passé dans la norme, ça fait partie de la norme. Donc, si on développe un client web, on doit être capable de gérer cette erreur HTTP 418. T'imagines la question à l'oral. La question à l'oral. La norme RCF 418, et tu dois répondre je ne suis pas une théière, mais monsieur le professeur. Voilà. La maman juste de pour la parenthèse. La maman de Jamie, vous savez, de C'est pas sorcier, lui demandait tous les jours qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Eh bien, grâce à Sébastien, j'ai appris 2 choses. Voilà. Le HTTP2 et la théière. Merci. Il fallait passer la théière. Il fallait qu'on place la théière à un moment donné. Je pensais que c'était le meilleur moment. Oui, voilà. Merci. On n'a pas tout à fait fini notre abécédaire. On a encore une news. La lettre R comme recyclage avec Thierry Weber pour parler recyclage. Et il ne s'agit pas de caoutchouc, de pneus ou quoi qu'il s'en soit. S'il s'agit d'appareils photo argentiques, ne les jetez pas. De manière générale, ce sont de beaux objets, donc gardez-les. Ça, c'est déjà un premier point. Si vous avez des objectifs, des vieux objectifs, gardez-les aussi. Ils peuvent servir encore. Il existe des bagues pour pouvoir les adapter sur votre appareil numérique. C'est une chose. Mais alors, les boîtiers 35 mm, on peut les réutiliser maintenant. Et pas avec de la pellicule, pourtant. Ouais. Et je vais peut-être titiller l'intérêt de notre ami Benoît, qui est le spécialiste photo. Pour une fois, c'est moi qui parle photo. Salut Benoît.
si tu m'écoutes, pour simplement faire mon petit chauvin, puisque c'est un projet suisse et plus précisément tessinois, la partie de... Ouais, voilà, en plus, la partie où on parle suisse-italien, l'italien si vous préférez, effectivement, le Tessin, cette belle région du sud, ensoleillée, sympathique à visiter, mais qui est aussi un creuset de l'innovation. Ils en sont pas à leur premier bout d'essai, puisqu'effectivement, depuis 2016, si je me remémore bien, ils avaient bossé sur comment recycler effectivement un appareil argentique, et là, ils ont sorti Back to the Film. C'est juste bluffant. Vous imaginez en fait un rouleau de photos. Alors certes, dedans il n'y a pas de pellicule, mais il y a un bout qui ressemble à de la pellicule. C'est de la nappe électronique. Au centre, là où vient pile poil l'obturateur, eh bien il y a un capteur. Alors on vous vend du 50 mm, mais le capteur il est un peu plus petit quand même. Il faut d'ailleurs une bague d'adaptation pour pouvoir exploiter correctement la surface qui vous est proposée, et cette partie électronique est suivie par un bout de film qui permet de faire que dans cet appareil argentique, eh bien vous puissiez passer à la photo suivante. Vous savez, pour ceux qui ont connu, vous faites aller le film plus loin avec le pouce, voilà, pour pouvoir prendre la photo suivante. Et je trouve l'idée juste incroyablement géniale, parce qu'effectivement, quand on va se balader, moi je suis fan des brocantes et autres marchés, vide-greniers et compagnie, ça ne vaut plus rien. Il y a des jolis trucs, et comme tu le dis, Marc, il faut pas jeter vos cailloux. C'est le petit nom qu'on donne aux objectifs pour ceux qui parlent photo tous les jours, parce que là, pour le coup, ils vont reprendre de la valeur, mais aussi, si vous avez un joli caillou, vous pourriez aussi, avec une bague d'adaptation, le mettre sur un appareil numérique. Ça va aussi dans ce sens-là. C'est un projet Kickstarter pour pouvoir effectivement donner vie à ce device qui, à mon avis, n'est pas un proto, puisque c'est, comme je vous le disais, pas leur coup d'essai. Mais là, ça devient très intéressant parce qu'ils sortent une petite liste d'appareils compatibles dans lesquels vous allez physiquement mettre ce rouleau photo qui n'est pas un rouleau, mais qui va faire croire à votre appareil photo que c'est un film, une pellicule, mais qui est bourré d'électronique. Alors il y a un petit bout de nappe qui sort de votre appareil. Vous pouvez fermer le compartiment à film, et puis ça permet effectivement de jouer du déclencheur, puisque vous allez devoir faire des manipulations dessus pour pouvoir l'utiliser. C'est bête comme chou, c'est bien pensé. Et j'ai envie de croire qu'un projet comme celui-là, le personnage est assez fou, c'est un Tessinois très très exubérant et tout. J'ai envie de croire que ce projet fasse monter le prix de l'occasion de l'argentique, mais on peut rêver. Pour ceux qui nous écoutent, enfin pour tout le monde en fait, il y a le film de présentation est très très drôle. Oui, il est excellent, il est très drôle. On se projette en 2460 ED, il n'y a plus que 6000 personnes sur Terre et un photographe. Et tout le monde parle le portugais. C'est tous des portugais. Voilà. Allez comprendre pourquoi. C'est très rigolo, c'est très bien foutu, rien que pour ça t'as envie de donner des sous. Oui, c'est vrai donc on vous met le lien vers la page, le Kickstarter évidemment, 260 au moment où on vous parle, de 269 000 € ont déjà été engagés. Ils avaient un objectif de 26 000. Et il nous reste, là, à l'instant où je vous parle, 44 jours avant la fin. Je pense qu'ils ont abouti le financement. Voilà. Mais moi, je trouve ça assez... Premier perk... Le premier perk, donc vous savez, les premiers appareils sur lesquels vous pouvez compter en récompense est déjà échu. Donc il vous faut dépenser un peu plus pour vous procurer ce device. Ouais. Et évidemment, il faut une petite bague. C'est comme tu disais, Sébastien, on n'a pas entendu, mais c'est pour reculer l'objectif, enfin pour l'avancer plutôt par rapport par rapport au capteur, pour pouvoir ne pas avoir de vignettage, j'imagine, pour profiter au maximum du capteur et pas avoir des zones d'ombre dans les coins, quoi. J'imagine, du croppé, oui. Ouais, je me demande au niveau technologique aussi, je suppose qu'il y a une petite batterie là-dedans, parce que tout ça doit fonctionner avec de
l'électricité. Il doit y avoir un emplacement pour une carte mémoire ou une mémoire intégrée, un port USB pour pouvoir transférer ça après également. Et puis j'étais en train de me dire, ce qui fait le charme des vieilles photos, c'est pas que l'objectif et l'appareil, c'est aussi la pellicule elle-même, le grain, le développement, etc. Et ça, on l'aura de toute façon plus avec tu peux l'avoir, mais c'est intéressant. Oui, le grain, il y a encore quelques fabricants de. Je pense que Fuji fabrique encore des pellicules argentiques en 35 mm. Après, il faut se trouver le moyen de les développer. Donc, voilà. Mais de l'argentique existe encore, mais ça coûte relativement cher parce que l'offre demande aidant. Voilà, c'est du matériel qu'il faut entretenir et voilà. Et puis on parle de recyclage, effectivement. C'est bon pour le recyclage aussi, puisque ça permet d'éviter de voir jeter ces vieux appareils. On peut continuer à les utiliser. Pardon Thierry, je t'ai interrompu. Alors, si tu préfères le côté éphémère de la photographie, si tu préfères tu peux très bien dire je ne fais que 36 photos, la batterie ne sert que pour 36 photos, et puis comme ça tu dois chaque fois. Si c'est ça que tu as mis dans la photo, c'est acheter des boîtes de pellicules et partir avec des sacs photos remplis de pellicules que d'appareils photo, tu peux le faire aussi, mais c'est ton portefeuille qui va en prendre un coup. Thierry, pour conclure. Oui, je disais, c'est une très bonne remarque que nous fait Sébastien, parce qu'effectivement, en même temps, si j'ai bonne mémoire, le premier perc, là, la première récompense, elle était autour des 400 €, des 400 francs suisses ou un peu plus. Là, pour le coup, si tu tombes sur une bête de course, un vieux Nikon, un truc bien équipé avec tous les cailloux qui vont avec, je me dis que là, au niveau recyclage, ça devient intéressant parce que tout le lot des cailloux que tu aurais avec ce boîtier, puis en plus un boîtier qui était reconnu à l'époque et tout comme étant performant, certes, on n'aura pas le grain, etc. Mais pour le coup, tout l'aspect mécanique, technologique... Un très bon appareil digital. Ouais, exactement, à un prix quand même vachement accessible. Et peut-être aussi avec un aspect, ça cartonne. Malgré tout, avec des caractéristiques que tu ne trouveras pas sur n'importe quel appareil photo, du coup, puisque voilà. Donc, affaire à suivre, on en parlera à Benoît, effectivement, tu le disais, notre spécialiste photo. Il sera des nôtres, je pense, la semaine prochaine, pour pas dire de bêtises. On le salue. Donc on le salue d'avance. C'est le dossier, c'est le moment, c'est l'instant, le gros sujet, on a envie de dire, de l'épisode qui conclut toujours, depuis le début de cette saison, chaque épisode des Technos. On avait envie de vous parler de réseaux sociaux. On le fait pas souvent chez les Technos de parler de réseaux sociaux, mais c'est quand même dans l'actualité ces derniers temps, et en particulier l'actualité liée à Elon Musk, à ce qu'il fait de X, son réseau Twitter, ces derniers temps. Par exemple, dernière nouvelle en date, il ferait payer les gens pour qu'ils puissent publier du contenu sur Twitter. Il serait prêt à fermer Twitter en Europe parce qu'il n'a pas envie de se plier aux contraintes liées justement au développement d'une certaine sécurisation des réseaux sociaux au niveau européen. C'est la fameuse, je reviens plus sur la loi Digital DSA, c'est ça, Digital Sovereignty Act ou quelque chose comme ça. C'est ça qui manifestement est utile. On le disait il n'y a pas tellement longtemps, puisque un député français est quand même monté au créneau pour rappeler M. Musk à l'ordre, parce qu'il laissait sans aucune modération des tweets, je ne sais pas comment on dit, des X, sur la plateforme, des messages qui posaient quand même pas mal de questions éthiques par rapport à ce qui se passait au Moyen-Orient. Donc, de là découle un peu cette question. Quelles sont les alternatives si on quitte Twitter ou si on abandonne provisoirement même peut-être Twitter? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à s'exprimer ailleurs? Est-ce qu'il faut aller s'exprimer ailleurs? À quel prix? Avec quelle technologie? On a envie d'un petit peu parler de tout ça en 13 minutes et 20 secondes. J'essaye de cadrer un tout petit peu. Le cadre est posé. Le cadre est posé, mais il peut exploser. Thierry, on commence avec toi pour parler justement des alternatives à ce réseau social qu'on appelait au départ le réseau social de microblogging. Rappelle-toi les 140 caractères, c'était du microblogging. On parlait même pas de réseau social à ce moment-là. Exactement. Et pour faire mon vieux con, j'ai commencé à faire du Twitter sur du SMS. Voilà, c'était même pas un device mobile, c'était un téléphone portable. C'est pour dire comme c'est vieux. Voilà. Je vais vous poser une colle. On va commencer par une petite devinette. Est-ce que vous savez à quoi sert Badoo?
Badoo. C'est pas... B-A-D-O-O. Non. À quoi sert Badoo non, alors c'est pas Badoo, B-A-D-U, c'est Badoo avec deux O. C'est un concurrent de Tinder. Voilà. C'est un concurrent de Tinder. Mais à la base, saviez-vous à quoi il devait servir ? Non. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Badoo était d'abord un espèce de Tumblr killer. C'était en fait un système, un réseau social pour partager des photos. Et ce sont les utilisateurs qui ont détourné son usage pour en faire effectivement un truc de drague. Et à la base, la vocation première de Badoo, c'était je collectionne mes photos, je les partage et je les balance comme ça dans mes réseaux. Ça, c'était juste pour une petite intro pour vous dire que peut-être il nous faut repenser effectivement l'usage de certains de ces outils pour les détourner. C'est d'ailleurs quelques-uns des exemples que j'ai trouvé. Je me suis fait aider par Internet et puis par mon copain ChatGPT pour être totalement franc, pour pouvoir aussi bien effectivement confronter tout ça, puisque comme tu l'as dit Marc, il veut nous faire peut-être payer. Alors on parle de la Philippine et de la Nouvelle-Zélande parce qu'il veut éradiquer certains bots. C'est assez marrant de le voir là tout d'un coup épris de vertu, et puis de l'autre côté il veut carrément nous sucrer X puisque il veut pas se casser la tête à respecter les règles européennes. Allons sur les alternatives. Marrant, venant du personnage, voilà. Oui, les alternatives. Alors les alternatives, effectivement, je vais vous parler de WhatsApp parce qu'en fait, WhatsApp est venu là-dessus. Alors, c'était certes un outil de messagerie, mais WhatsApp va de plus en plus vers de la publication, du partage d'informations. Et puis, j'ai découvert très récemment, c'est pas pour faire mon intéressant, qu'effectivement, il y avait les canaux, les channels. C'est-à-dire, on peut, par exemple, faire à la fois du Twitter pour dire tiens, je partage l'information, à la fois du flux RSS, même si ça en est pas, pour dire tiens, c'est là que ça se passe, tu vas trouver tous mes trucs, etc. Et j'ai vu des sociétés européennes et même suisses se lancer à faire ça. Donc c'est peut-être un acteur à suivre. Telegram, Signal, et puis moi je vais aussi parler d'un acteur suisse que j'adore. Alors c'est la rare application pour laquelle il faudra débourser. Eh bien c'est l'outil super sécurisé suisse qui s'appelle, allez, vous n'avez pas le nom en tête. C'est très mal. Le truc qui fait le mail aussi, non ? Ah, c'est pas le non. Non, c'est pas nos amis de Proton, mais merci d'avoir cité ça. Mais effectivement, Trema vient sur du super sécurisé, là où effectivement vous allez pouvoir me dire oui, mais c'est un peu comme un WhatsApp, mais il faut savoir effectivement que ces outils, à part Trema qui est pas encore là-dessus, c'est pour ça que je fais le petit gag de vous parler de suicitude, eh bien on a effectivement avec Telegram une ouverture, un partage possible, on peut effectivement s'organiser, faire des rooms, faire des canaux, vous les appelez comme vous voulez. C'est à la base effectivement de la messagerie instantanée, mais on peut travailler sur toutes sortes de types de contenus. Signal, aussi une messagerie instantanée, mais là aussi on peut faire des groupes, on peut faire des WhatsApp, vocales, on peut à la WhatsApp. Ouais. On est bien d'accord. Et puis, mon ami ChatGPT m'a quand même parlé de Facebook Messenger, puisqu'effectivement, depuis quelques années, ça existe toujours. Facebook a séparé, ça existe toujours. Ils ont séparé ça de Facebook au niveau app. Moi, j'avais pas compris à l'époque. On peut peut-être comprendre pourquoi maintenant ça pourrait être intéressant. Puis de là à parler de Facebook, je pourrais vous parler de Threads, mais voilà, on a fait... On n'y a pas accès, en Europe, on n'y a pas accès. Voilà, ça s'est arrêté. J'ai pu le tester, j'ai pu avoir la main sur Threads, et c'est vrai que c'était un petit peu bluffant de voir la possibilité de faire joujou avec ça. Ça ressemblait méchamment à Twitter ou X, que vous l'appelez comme vous voulez. Effectivement, on était sur un copycat assez franc du collier. Et puis là-dedans, on m'a proposé LinkedIn. Oui, parce que LinkedIn, on commence aussi à avoir des gens qui s'en servent pour publier de l'information, la partager en public. Il y a les newsletters, il y a effectivement les pages, les groupes qui viennent là-dessus. Alors, certes, de nouveau, c'est dans un circuit un peu fermé, mais c'est là où on voit qu'effectivement, les alternatives ouvertes, elles sont pas super nombreuses, parce qu'effectivement, il y a aussi la technologie,
on en reviendra un petit peu par rapport à comment ça marche derrière. Et puis oui, je l'oublie pas puisque les technos sont dessus. Blue Sky, je suis très content d'avoir pu filer des invites. Blue Sky qui pourrait redevenir, parce que moi je l'avais mis de côté, un acteur très sérieux par rapport à ça, puisque là on retrouve l'essence même de Twitter où en fait on a cette ouverture, on a cet accès sans être membre, un peu comme Instagram, parce que je le mettrai aussi là-dedans. Instagram est très 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 prisé comme outil de conversation, mais aussi de partage d'informations. Alors bien sûr, si vous êtes en compte privé, ben oui, voilà, ça s'applique pas, mais Instagram devient un vrai challenger dans cette liste. Et puis après il y a des petits outsiders. Moi je vous ai mis voilà, je vous ai mis aussi TikTok, parce que TikTok, vous pouvez consulter sans être membre, ça marche aussi, mais bon, voilà, c'était difficile de suivre un flux. Je vous ai mis Slack, parce qu'effectivement, il y a aussi des similitudes. Il y a Reddit chez nos copains anglo-saxons, qui a aussi cette, Discord, qui sont vraiment sur cette idée de pouvoir aussi proposer de l'information sans forcément être membre, sans être forcément à posséder un compte. Voilà. Tu n'as pas cité Mastodon. Je l'ai gardé pour la fin parce que je voulais faire le lien avec la technologie, pour lancer effectivement la suite. La techno que veut prendre Sébastien, parce que effectivement, Mastodon comme Blue Sky d'ailleurs sont des technologies décentralisées, donc il va y avoir des serveurs individuels. Comment ça s'organise ce machin? En fait, il y a deux grandes philosophies dans l'implémentation dans les réseaux sociaux. Soit il y a un serveur centralisé, enfin quand je dis un serveur, c'est évidemment des dizaines de milliers de serveurs pour WhatsApp et Facebook, etc. Mais il y a une entité, en tout cas, Meta dans le cas de WhatsApp et de Facebook ou d'Instagram, une entité qui contrôle tout, et c'est le cas de Twitter également. Et puis, il y a la philosophie distribuée où il peut y avoir plusieurs entités, on parle de réseaux fédérés qui doivent donc s'échanger de l'information. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas ce point de contrôle unique où on peut dire je coupe et ça s'arrête. Ça donne plus de liberté aux utilisateurs, mais techniquement c'est intéressant parce qu'il y a des challenges aussi. Essentiellement le challenge de communication entre ces serveurs. Par exemple, si moi je poste un message au serveur auquel je suis connecté, comment mes followers qui sont connectés à d'autres serveurs vont recevoir cette information? Est-ce qu'il y a un système de notification? Est-ce qu'il y a un système de pool, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs implémentations en fonction des protocoles. L'autre challenge, c'est celui de la recherche de contenu. Si je veux savoir tous les messages, j'allais dire tous les tweets, par abus de langage, mais tous les messages qui parlent de les technos par exemple, quand il y a une entité centralisée, je peux chercher sur le serveur de Facebook, de Twitter, etc. Quand c'est tous des petits serveurs séparés qui stockent des messages, comment est-ce que j'organise la recherche? Comment est-ce que je peux connaître les trending topics, par exemple, au niveau mondial? C'est facile de les connaître sur un serveur, mais comment? Et ça, souvent, ça s'organise avec une couche supérieure, des serveurs spécialisés qui se connectent à tous les serveurs individuels et qui collectent un peu l'information à des fins de recherche, de statistiques, pas à des fins de contrôle. On est bien ici sur de la collection pour de la recherche. Puis il y a le problème de l'identité aussi. Si je crée un compte Facebook ou WhatsApp, c'est sur les serveurs de WhatsApp. Si c'est tous des petits serveurs décentralisés, où est-ce que je vais créer mon compte? Comment est-ce que ces serveurs s'échangent l'information avec mon compte? Et puis ça ouvre la porte sur d'autres choses. Est-ce que je peux sortir mon compte d'un serveur? Je suis plus d'accord avec celui-là. Je vais le mettre sur l'autre serveur. Mon compte et mon contenu. Oui, et est-ce que les règles de modération seront les mêmes d'un serveur à l'autre aussi? Ça, on peut se poser la question. C'est la question qui s'est posée au sujet de Mastodon quand on parlait justement de modération chez Twitter. Les détracteurs du décentralisé disaient « Oui, mais chez Mastodon, c'est encore pire parce que là, on peut très bien avoir un serveur de facho, je dis ça comme ça en passant, hein, permissif. Et qui est permissif, on va dire, et qui a ses propres règles et qui sera en liaison avec d'autres serveurs et on n'a pas envie d'avoir ça sous notre nez. Donc voilà, ça pose quand même plein de questions pour savoir comment ça va être géré et digéré, ce truc-là. Et pour faire vite, pour laisser encore la place à la discussion après, globalement, il y a deux grandes familles de protocoles de messagerie ou de réseau social distribués. Il y a celui de Mastodon, justement, qui s'appelle ActivityPub. Et puis, il y a celui de Blue Sky, qui a été commencé sous l'égide de Twitter, d'ailleurs, parce que Thierry l'a dit, mais Blue Sky, c'est le créateur de Twitter, Jack Dorsey, qui est parti, et qui, eux, travaillaient déjà à l'époque où ils étaient encore chez Twitter, un protocole plus ouvert qui s'appelle The Protocol, et dont la première application qu'on voit maintenant, c'est Blue Sky. C'est un protocole avec plusieurs implémentations. Les deux ont plusieurs implémentations, plusieurs serveurs, etc. Donc l'avenir des réseaux sociaux passe probablement par ces protocoles ouverts.
Juste une précision par rapport à Blue Sky, parce que j'ai pas envie de créer de frustration chez nos auditeurs, parce qu'ils vont nous dire « Ah ouais, mais Blue Sky, moi j'ai pas accès parce que j'ai pas de code, il faut un code d'invitation. » Voilà. Écoutez, moi pour l'instant, dans ma besace, j'ai une invitation, et si vous m'écrivez un mail à bluesky@lestechno.be, elle est à vous, cette invitation, et si j'en ai d'autres... Et je vous en offre encore une ou deux, parce que j'en ai encore en rab aussi. Donc, on va faire une petite cagnotte. Je peux en mettre aussi. J'en ai aussi. Allez, on vous fait une petite cagnotte, les amis. Hein, on mettra tout ça chez nous dans un tableau. Hein. Bien emballé. On va faire un petit paquet. Vous envoyez donc bluesky@lestechno.be. Normalement, ça va marcher. Vous arrivez dans ma boîte mail. Et si je vous réponds pas, c'est qu'on n'a plus. Et si je vous réponds, c'est que voilà, le code sera dans le cœur du message et donc dans la réponse. Donc voilà, c'est un petit cadeau qu'on vous fait parce qu'on en a et que sinon on ne sait pas quoi en faire. Donc et comme on y est, nous trois et les technos également, et certains de nos chroniqueurs, j'ai vu Xavier qui était connecté également, si je ne dis pas de bêtises. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Et donc il faut reconnaître qu'on n'est pas nombreux. Hein. On va peupler ça progressivement. C'est un peu le calme. Et en même temps, ça a son charme parce que ça rappelle les débuts de Twitter. Et c'est les mêmes, en fait, qui sont... c'est toujours les mêmes. L'interface graphique est quasiment la même que Twitter il y a 10 ans. Aussi. Alors, puisqu'on en parle de Blue Sky, hein, c'était pas un sujet sur Blue Sky spécifiquement, mais puisqu'on a le nez dedans pour l'instant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même quelques manquements encore. Les hashtags, par exemple, pas du tout gérés. Par contre, il y a un système de feed que j'ai pas très bien compris d'ailleurs, de listes en quelque sorte, de comptes que l'on peut suivre et auxquels on s'abonne. Ça existe aussi chez Twitter, mais c'est bien caché, enfin chez X, mais ça n'a jamais été très exploité ce machin-là. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Pas de DM, par exemple, on ne sait pas se parler en privé dans Blue Sky. Ça peut être aussi un manque pour certains. C'est ce que je sais pas si Thierry t'avait noté plus longtemps que nous, je pense, sur Blue Sky. Oui, alors j'ai fait une liste d'avantages et d'inconvénients. La liste est très très longue. Ce qu'on peut dire, c'est effectivement, c'est Sébastien qui a mis le doigt dessus par rapport à la recherche. Par exemple, pour les hashtags, j'ai envie de croire qu'ils ne sont pas proposés parce qu'on ne sait pas effectivement proposer la possibilité de fédérer des réponses sous la forme d'un mot-clé, d'un hashtag pour pouvoir permettre à l'utilisateur de trouver tout ce qui parle d'une thématique qui l'intéresse. Ce que je peux dire, c'est que l'évolution de Blue Sky, elle est réelle. Pour l'avoir utilisé il y a pas mal de mois en arrière, depuis pas mal de mois en arrière. Maintenant, c'est pas non plus des foudres de guerre pour amener justement ces nouvelles fonctionnalités. Le DM, par exemple, le message privé de 1 à 1, moi, j'ai une petite explication là-dessus, mais ça engage que moi. C'est qu'en fait, à ce moment-là, quand tu es avec quelqu'un, tu vas peut-être utiliser un autre canal pour converser avec lui parce que tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus personnel. Là où, pour promouvoir Blue Sky, puisqu'il y a en plus ce système de code d'invitation, tout le monde doit s'exposer, tout le monde doit créer du contenu. Et là, je dois dire qu'effectivement, la sauce, elle a pris, certes très lentement, mais elle prend. Et peut-être que avec cette espèce d'annonce un peu farfelue d'Elon Musk de dire moi j'arrête sur l'Europe. On l'a vu, hein, tous ceux qui avaient pu tester Threads, on s'est tous retrouvés un peu bec de gaz, mais le soufflet avait déjà baissé avant. Là, je pense qu'il y a peut-être, à part le côté fou d'Elon Musk, peut-être des erreurs stratégiques, mais on ne sait pas ce qu'il a non plus sous le chapeau, puisque, comme on le rappelle, normalement, on doit pouvoir tout faire avec X, et le disclaimer qu'il faut qu'on ajoute dans cet épisode, c'est qu'on ne s'est pas du tout penché sur les outils asiatiques, parce que moi, je suis fervent utilisateur de WeChat, de Cocoa, de Line, et j'en passe et des meilleurs, où effectivement, depuis très longtemps, ces outils font ce que veut faire Elon Musk avec X. On paye, on va avoir sa facture de téléphone, on va régler son électricité, son loyer, etc. depuis bien longtemps. Voilà, mais ça, c'est un autre usage et d'autres types de population. Je ne vais pas tourner autour d'Elon systématiquement, mais moi j'ai un peu l'impression que par rapport à ce type d'outils, le tout en un qu'il semble vouloir nous proposer,
en tout cas au niveau européen, on est un petit peu revenu de ça, un peu à cause de Facebook, justement, qui a un peu emprisonné les gens. Oui. Les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre hors de Facebook et que finalement, c'est peut-être pas plus mal d'aller voir un petit peu ailleurs. Mais ça, c'est peut-être juste ma vision du truc. Un seul mot, Libra. C'est un projet qui avait vu le jour ici en Suisse avec justement un digne représentant suisse de Facebook et tout le monde a dit non, surtout en tout cas, en plus par rapport à la FINMA. Ouais. On va parler des usages peut-être des réseaux sociaux rapidement pour conclure dans un instant, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on ne trouvera pas l'alternative en 1 pour 1 de Twitter. C'est même peut-être pas souhaitable, très honnêtement. Il faut qu'il y ait un peu de renouveau dans tout ça. Il faudrait peut-être que ça bouge de ce côté-là aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce que Mastodon remplace Twitter demain. Il n'y a pas la même population, ça ne se fait pas avec la même intention. On a du répondant, nous, les technos, quand on publie sur Mastodon, il y a des retours, il y a des gens qui partagent, etc., comme sur Twitter, même plus que sur Twitter, bien souvent. Je pense qu'on va avoir à peu près le même résultat avec Blue Sky. On est sur les mêmes usages, on va dire. Mais sensibilité aussi. Oui, sensibilité, mais on reste quand même sur l'usage initial de Twitter, quoi. Pas ce que Elon Musk en a fait, mais sur les usages initiaux de Twitter. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à réinventer derrière. Sébastien. Ouais, mais à mon avis, les usages ne sont pas liés à la technologie dont je parlais avant. Les usages sont vraiment sociaux ou professionnels. Pour le moment, en fonction du type de message qu'on veut faire passer et à quelle audience on veut le faire passer, on va sur l'un ou l'autre. Si j'ai un message personnel à faire passer, j'irai plutôt sur Facebook, mais je suis vieille génération. Mes enfants iront sur TikTok ou sur Snapchat. Merci. Si j'ai un truc professionnel, ça va être sur LinkedIn. On n'a pas parlé de LinkedIn, mais c'est un réseau professionnel extrêmement puissant. Bien je l'avais dans ma liste. Un petit bémol par rapport à ce que devient LinkedIn quand même, ça devient quand même un Facebook professionnel, un peu upscale, mais ça reste un Facebook, quoi. Enfin, ça devient un Facebook. C'est un Facebook professionnel. Ouais. Bah, c'est là tout ce que... mais alors... Attends, je vais terminer la phrase. Tout ce que ChatGPT peut pondre comme conneries, tu le retrouves sur LinkedIn sous le titre « Comment j'ai réussi ma vie et comment vous faire gagner beaucoup d'argent ». Ah non, il faut choisir tes... Ah non, ça dépend. Ah ouais, moi, je l'ai choisi. Cette expérience-là avec... Je l'ai choisi, mais je peux... Je me retrouve... Attendez... Pas tous en même temps. Je me retrouve régulièrement devant ce type de contenu, ou partagé par des gens que je connais, ou liké par des gens que je connais. Mais non, mais c'est agaçant. Attends, je termine, et je vais être très grossier, mais il y a un monde de crétins sur LinkedIn qu'il n'y avait pas sur Twitter au début, ou même sur Facebook au début. On en est là, hein, c'est un peu... voilà. Mais voilà, je ferme la parenthèse. J'ai pas ce problème-là. J'ai pas ce problème-là sur LinkedIn. Moi non plus. Moi non plus. Non. et au contraire, j'y trouve des choses intéressantes. Le manifeste le monde des médias. Plutôt dans l'épisode, je l'ai trouvé grâce à le post de quelqu'un d'une connaissance sur LinkedIn. Donc pour moi, LinkedIn a beaucoup de valeur et professionnellement, c'est le réseau où il y a le plus de valeur pour le moment. Moi, je vais faire mon crâneur parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer, de rencontrer Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, avant qu'il se fasse racheter, bien vendu d'ailleurs, à Microsoft. Et à l'époque, on était à se dire, mais pourquoi ça marche pas chez les autres? Xing, alias ex-OpenBC, il y avait Viaduc, qui est devenu Viadeo. Ces acteurs-là avaient un poids dans le monde du CV en ligne. C'est un peu galvaudé, là, mon explication, mais du réseau professionnel. Non, mais c'est ça. Qui s'est imposé. Et bien avant que Microsoft les rachète, LinkedIn était devenu the place to be. Alors, je dis ça, mais en même temps, OpenBC, enfin Xing, marche très fort chez nos amis germaniques. Par exemple, tu franchis la frontière ici, on appelle ça la Sarine, hein, c'est une petite rivière. Dès ce franchissement, tu parles une autre langue, tu parles l'allemand pour les plus chanceux, tu parles l'Allemagne un peu plus loin dans le nord, tous les pays germaniques sont à fond sur Xing. Donc les alternatives existent, mais on revient à ce que tu as un petit peu évoqué, Marc, c'est des questions aussi de goût et de couleur. Je suis navré que ton réseau soit un peu pourri par rapport à des images de chatons et des conneries qui sont diffusées sur c'est pas ce genre de conneries-là. Ou d'autres. Mais les alternatives ont toujours existé. Mais on est aussi sur des modes et des usages. Voilà, il y a des gens qui écoutent de la musique sur YouTube. Là, on pourrait aller sur Spotify ou Deezer. Ça a toujours existé. Simplement, effectivement, maintenant, l'offre, elle a aussi
évoluer, puisque LinkedIn, comme je vous le disais, moi je l'avais mis dans ma liste, il y a de l'outil de newsletters, on peut faire des pages et des groupes. Alors, sur l'outil, j'ai aucun problème. Aussi longtemps. Il faut mais c'est aussi les usages qu'on peut en faire. Il faut effectivement séparer les hommes des usages. Et sur la plateforme, j'ai aucune sans contestation, c'est une chouette plateforme. C'est par contre sur effectivement ce qu'en font une certaine partie des gens qui polluent un peu, ça fait du bruit. Et j'ai l'impression qu'il y a un sport qui est un petit peu rentré dans LinkedIn, et je le vois aussi, on en parle aussi dans les autres réseaux, c'est te dire, où il y a des gens qui passent plus de temps à chercher comment contourner les algorithmes pour être le plus vu, les machins, etc. Alors on se demande quand est-ce qu'ils bossent, ces gens, quoi. C'est juste insupportable à un moment donné. Moi, c'est ce que je vois, voilà. Mais bon, tout le monde ne voit pas la même chose. Je vois aussi par ailleurs des choses très intéressantes. Hein. C'est pas non plus, pas exagéré, mais t'es abonné à ma newsletter. C'est fatigant à la longue. Bon, voilà. Mais bon, c'est une question de génération aussi, sans doute. Tu voulais dire un truc, Sébastien, et après on passe à... Oui, ma conclusion là-dedans, c'est qu'on avait 2-3 mastodons, sans faire de jeu de mots, avant, il y a quelques années, et donc avoir un impact dans sa communication sur les réseaux sociaux, c'était relativement facile parce que c'était centralisé. Globalement, c'était Facebook, Twitter et Insta. Et maintenant, ça se liquéfie. Il y a de plus en plus d'acteurs et l'impact sur chaque réseau est plus faible. J'ai que 600 followers sur Blue Sky, alors que j'en ai des milliers et des milliers sur Twitter. Et c'est difficile d'avoir de l'impact en un seul message. Il faut adapter son message, adapter son contenu à toutes ces nouvelles plateformes. Il y a une alternative pour ceux qui publient du contenu ou publiaient du contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, etc., et dont le principal trip, c'est de publier du contenu, c'est l'infolettre, tout simplement. Et le site internet. Ou même encore le blog, site internet, ce qui est une autre forme du blog, qui est de partager. Moi, j'en ai 2 comme ça que je suivais, qui ont dit un jour, moi je quitte Twitter, l'un et l'autre je quitte LinkedIn, etc. Mais abonnez-vous et je me suis abonné, et toutes les semaines ils publient un chouette article, tout à fait dans ce que j'attends d'eux, et voilà, c'est un autre usage des réseaux sociaux, c'est un autre usage de l'infolette, ou de la newsletter si vous préférez. Mais c'est aussi une alternative quand on a des choses à dire. En gros, il y a partagé. Est-ce qu'on a fait le tour, où tu voulais encore ajouter peut-être 1 ou 2 trucs, Thierry, sur les différents usages? Je pense que là aussi on a bien parlé de tout ça. Hein, non, on a fait le tour, et puis les avantages, les inconvénients, tout le monde l'aura compris et pourra le sentir par lui-même. Et puis, du coup, vous avez envie d'en débattre encore plus loin, ne venez pas que sur les commentaires de YouTube, venez sur Blue Sky, voilà. Si vous avez un compte, et si vous n'en avez pas, venez le demander. Voilà, c'est ça. Donc à bluesky@lestechno.be, et je vous ai dit, s'il nous reste des codes, je vous l'envoie. Sinon, ne nous envoyez pas, je peux pas répondre à tout le monde. Donc voilà. Et du coup, on se retrouvera sur Blue Sky. Mais par ailleurs, si vous regardez bien sur notre site internet lestechno.be, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux, comme Mastodon a parlé, comme Telegram également. Si vous, là maintenant, en nous écoutant, vous dites comment ça, moi je suis aussi sur Blue Sky et je ne vous ai pas vu, cherchez lestechno.be, tout simplement, @lestechno.be, parce que ça on n'a pas dit, mais un truc qui est quand même pas mal sur Blue Sky, c'est qu'on peut utiliser son propre nom de domaine pour quelque part masquer le serveur ou l'instance sur laquelle on se trouve. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais si demain on change d'instance, on peut le faire sans que ce soit visible et sans devoir refaire une communication sur son adresse, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est bien pensé. Merci messieurs, c'est un épisode très riche et très complet, et très long également, un des plus longs de cette saison, mais c'est pas grave, on avait plein de choses à dire. N'hésitez pas, hein, comme toujours, les commentaires, les pouces sur YouTube, vers le haut évidemment de préférence, et partagez tout ça via les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Si vous y avez des amis, n'hésitez pas à partager avec vous nos épisodes, ça nous fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.